Madame Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA, Monsieur Marc Dumont, président d'Apéro International, Madame Claire Lévy-Vroland, présidente du jury, chers et chers collègues, chers et chers étudiants. Alors, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir au centre Panthéon de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de thèse sur la ville 2022. Alors, Paris 1, vous le savez, est une université spécialisée en sciences humaines et sociales. Et chaque année, nous accueillons 45 000 étudiants dans des formations disciplinaires très variées en géographie, économie, informatique, mathématiques, droit, sciences politiques, histoire de l'art et archéologie, philosophie, art, gestion. Mais aussi dans des formations interdisciplinaires, que ce soit par le biais de nos doubles diplômes ou de nos instituts de formation en tourisme, démographie, développement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la science et la recherche d'excellence. La recherche qui a été le grand sujet il y a un mois de nos états généraux de la recherche où la communauté universitaire a échangé, débattu sur ce que doit être la recherche dans une université comme la nôtre. Il devait aussi nous permettre de déterminer, d'affirmer la place des chercheurs, et donc des jeunes chercheurs aussi, comme des acteurs pour les sociétés futures, que ce soit en permettant le débat ou en participant comme appui à la décision politique ou encore aux côtés des sciences techniques. Et je crois que c'est tout l'objectif d'un dispositif comme la thèse sur la ville qui récompense les meilleures thèses de doctorat traitant de la ville comme une réflexion générale et globale sur ce thème, comme une réflexion sur l'action et ou tournée vers l'action opérationnelle. Nous avons, en tant qu'universitaires en sciences humaines et sociales, le devoir de prendre toute notre part dans ces mutations, et ces mutations qui touchent notre habitat, qui touchent l'urbanisme, qui touchent la ville. Et nous sommes très heureux de le faire en collaborant avec tous les acteurs de ces transformations. Notre ministère de tutelle, bien entendu, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi, bien entendu, de construire et consolider des partenariats avec d'autres ministères, comme aujourd'hui le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Je ne vais pas être plus longue pour laisser place, bien entendu, aux différents lauréats que je tenais aussi personnellement à féliciter aujourd'hui pour avoir remporté ce prix, mais aussi, surtout, pour s'être inscrits dans une perspective de recherche. Beaucoup d'étudiants ne le font pas et faire une recherche, s'inscrire dans le temps long d'une thèse, c'est jamais évident et c'est tout à fait formidable quand on arrive au bout du chemin par la consécration d'un prix aussi prestigieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet accueil, Madame la Présidente, chère Christine Duc, Madame la Présidente du jury, chère Claire, cher Marc Dumont, avec qui nous avons un partenariat, un compagnonnage de long terme. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez bien voulu nous accueillir dans ces lieux. D'abord parce que le quartier m'est cher, mais en plus parce qu'il est vraiment très caractéristique du lien entre la ville et l'université depuis très longtemps. Et donc, voilà, c'est un lieu quand même symbolique pour nous pour remettre ces prix aujourd'hui. Effectivement, des prix qui valorisent la jeune recherche. En tant que directrice du plan urbanisme, construction, architecture, je fais partie de ceux qui essayent de donner aussi, de mettre en lumière, en tout cas, de donner à voir cette jeune recherche. On fait travailler des chercheurs confirmés, bien entendu, mais souvent avec des doctorants à leur côté, parfois des post-doctorants qui restent dans nos murs ou en tout cas avec lesquels on arrive à travailler. Et c'est vrai que le prix de thèse sur la ville, créé par l'association Apéro et avec le soutien de la Caisse des dépôts, que j'excuse ce soir, mais qui nous a bien sûr accompagnés pendant toute la durée d'organisation de ce prix. Voilà, c'est vraiment un objet pour nous assez symbolique de ce lien qu'on veut faire entre l'entrée dans la recherche, on va dire, et puis un certain monde professionnel qui est lié aux sciences humaines et sociales, et en l'occurrence pour nous celui de la ville et de plus en plus des territoires. Ça va être dit, les questions qui ont été au cœur de ces candidatures nombreuses au prix de thèse sur la ville cette année, elles sont toutes liées aux faits urbains ou aux faits territoriaux, aux stratégies de politique publique qui sont liées à la question de l'habiter au sens large.
large, et de l'environnement bâti notamment, mais elle croise un certain nombre de disciplines et de plus en plus de disciplines, et on le voit d'ailleurs dans le palmarès, puisqu'il y a une très grande diversité des disciplines appelées et donc candidates à ce prix. Ça a fait l'objet de débats, mais on y reviendra. Mais tout d'abord, je voudrais rendre un peu hommage à ce lieu aussi, à cette université, puisqu'elle a été aussi l'université de formation d'un certain nombre des prix de thèse sur la ville. Donc Lionel Martins, qui m'a préparé cette intervention, nous en a fait la liste, et je pense que c'est l'occasion de les rappeler, parce que par ailleurs, ces anciens prix de thèse, c'est aussi pour nous un vivier de chercheurs dans lequel on puise régulièrement, hein, et notamment pour certains, ils sont aujourd'hui des partenaires importants du PUCA. On a eu notamment en 2020 Vincent Lerouzic, qui aujourd'hui travaille à la Fabrique de la Cité, qui a été prix spécial pour sa thèse en urbanisme sur la post-propriété. On a eu Mathieu Gima, qui a été également un des collaborateurs du PUCA en 2018, qui a eu un grand prix pour sa thèse sur la production du logement social et les changements institutionnels. On a eu en 2017 Paul Citron, je m'en souviens, qui est encore un partenaire du PUCA, puisqu'il travaille aujourd'hui dans une association qui s'appelle Plateau Urbain et qui fait de l'urbanisme transitoire, qui a été prix spécial pour une thèse en géographie sur les promoteurs immobiliers. C'était presque une thèse en anthropologie, d'ailleurs, je me souviens. Elle a fait une immersion chez les promoteurs immobiliers. En 2016, Sophie Bunic, métropole de l'endroit et de l'envers, un travail sur l'aire métropolitaine d'Osaka. En 2015, Marie Gibert. À l'époque, il y avait plus de femmes dans les Grands Prix. Il faudra qu'on y repense pour l'année prochaine. Grand Prix pour sa thèse de doctorat en géographie sur les ruelles de Ho Chi Minh Ville. Et en 2011, Fanny Lopez, prix spécial pour sa thèse en histoire de l'architecture déjà, déterritorialisation énergétique 70-80. Et enfin, William Le Goff, qui a été Grand Prix et qui est aujourd'hui membre du jury, qui lui-même est un ancien étudiant de cette université, pour sa thèse en géographie, division sociale et questions du logement en Grande-Bretagne. On retrouve d'ailleurs dans l'histoire de ce prix sa dimension internationale qui était très fortement mise en valeur, notamment parce que c'est le rôle, et Marc le dira mieux que moi, de l'association Apéro de valoriser les thèses en langue française qui portent notamment sur les questions internationales. Depuis quelques années, on a peut-être amoindri cette dimension dans le choix des lauréats, mais néanmoins elle reste très présente dans les candidatures. Et on va le voir dans les thèses qui sont aujourd'hui lauréates. Cette année, il n'y a pas eu de lauréat venu de cette université, mais il y en a une qui était vraiment au pied du podium et qui a fait beaucoup débat, puisque je peux la citer, Marie Mondin avait été vraiment mentionnée par les membres du jury pour sa thèse de géographie. Les organismes HLM à l'épreuve de la décroissance urbaine, et elle a été sauvée par le prix de l'article scientifique de l'Union sociale pour l'habitat sur le logement social, qui lui a décerné une mention cette année pour un article qui porte sur le même sujet et qui d'ailleurs est très, très intéressant. Le record, je le disais, des thèses présentées a été à nouveau battu cette année. Alors il faut dire qu'on a mis en place un dispositif de comment est-ce que tu appelles ça déjà, de tracking des thésards et des jeunes docteurs tout le long de leur dernière année de thèse pour essayer de bien identifier dans un panel très large d'universités qui a travaillé sur les questions urbaines et pour éviter qu'on rate des candidatures. Ce qui nous a valu 146 thèses présentées et candidates en 2022, ce qui a été à la fois un record et peut-être a eu un caractère un peu contre-productif parce que finalement c'est peut-être un peu lourd à gérer. Ça l'a été en tout cas cette année, même si on a trouvé le moyen de le faire, puisque ça nous oblige, compte tenu du temps de lecture et d'analyse de ces différentes thèses, à développer évidemment l'ampleur aussi du jury. Et on a eu donc un jury assez pléthorique, mais néanmoins très très intéressant et intéressé, toujours paritaire entre les acteurs de l'aménagement, opérateurs, eux-mêmes souvent passés par une étape de recherche, mais en tout cas aujourd'hui vraiment dans des institutions qui agissent sur la ville, et paritaire avec des membres émérites de l'université, sachant qu'on évite comme ça évidemment des effets de conflit d'intérêts entre des directions de thèse et des membres du jury. En tout cas, ça a été 2 journées très enrichissantes que ces 2 jours de jury, et je pense que Claire nous le précisera dans quelques instants. Je ne sais pas si c'est à moi de
décerner les prix ou de dire qui les a. On va passer par un moment plus solennel avec la présentation de ces différents lauréats de cette année. Vous avez dû voir dans le petit livret qu'on a édité à la fois les résumés de ces thèses. Et donc, je vous invite évidemment à lire non seulement les résumés, mais les thèses si vous êtes évidemment intéressé par l'approfondissement de ces différents sujets. Également les noms de nos lauréats de cette année. Et puis un petit rapport du jury. Mais vous trouverez aussi dans ce livret, on y tenait l'ensemble des mentionnés de cette année et puis aussi l'ensemble des prix, si je ne dis pas de bêtises, des années précédentes, puisqu'on s'est dit que c'était aussi l'occasion, ils ne sont pas encore très vieux, de ces anciens prix de thèse, de valoriser des travaux et des personnes qui finalement continuent d'œuvrer dans leur mission d'aujourd'hui, en tant qu'enseignants-chercheurs ou dans l'action publique ou privée d'ailleurs, pour la qualité urbaine dans leurs différentes fonctions. Donc on a cette année, on l'a dit, décerné les prix, enfin le jury plus exactement a choisi de décerner les prix à des thèses dans des disciplines très variées. Le Grand Prix à une thèse d'histoire, on va y revenir, qui nous parle de la ville d'hier mais aussi de la ville de demain, notamment autour des enjeux de la périurbanisation, on va y revenir. Un prix spécial à une thèse de droit, on en parlait en aparté, ce qui est une première, mais on va voir à quel point c'était intéressant que ce travail sur la ville durable. Là aussi, on est dans un sujet de transition, en fait, d'inscription dans des dynamiques et des défis contemporains. Et puis, 2 prix spéciaux à des thèses en architecture, ce qui n'est pas si fréquent. D'abord parce que les thèses en architecture, c'est une discipline récente, finalement, en matière de doctorat. Et elles sont, par ailleurs, des caractéristiques assez comment dire, elles sont toutes les deux sur des terrains étrangers, mais sur des entrées thématiques assez différentes. Et vous allez le voir dans quelques instants. Donc évidemment, félicitations à nos lauréats, on aura l'occasion de leur redire. Merci encore et toujours à l'ensemble des membres du jury, dont certains sont parmi nous ce soir. C'est un exercice qui n'est pas évident, notamment quand il y a 50 membres du jury ou 45. Et c'est d'autant moins évident pour la présidente qui est à mes côtés. Et en même temps, c'est très stimulant, d'abord parce que le débat en soi de ces 2 jours de jury est très intéressant, puisqu'on parle de beaucoup de sujets qui ont trait à ces questions et ces défis urbains, et puis parce que c'est un niveau de discussion et d'appréhension des enjeux qui est particulièrement de qualité. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on a un peu de mal à entrer dans des débats constructifs et à se poser les bonnes questions et même à s'écouter. Ces moments sont quand même des parenthèses, je ne sais pas s'il faut dire enchantées, c'est pas toujours si simple que ça de diriger un jury, mais en tout cas de réflexion collective, d'intelligence collective qui sont assez précieux. Voilà. Et donc c'est aussi le rôle du PUCAC de les mettre en valeur dans sa fonction de médiation entre la recherche urbaine au sens large, territoriale, et l'action publique locale et nationale. Voilà. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale du PUCA, chère Hélène, Madame la Présidente du jury du prix Thèse sur la ville, Mesdames et Messieurs, je suis absolument ravi d'introduire à vos côtés cette 17e édition du prix de thèse sur la ville, 17e édition d'un prix que nous soutenons, que nous avons mis en place et soutenu grâce au PUCA et à la Caisse des dépôts et consignations, prix qui récompense les thèses, les meilleures thèses francophones, vous l'avez mentionné Hélène, en portant sur la ville et sur le fait urbain. Francophone, j'insiste là-dessus parce que nous participons aussi, l'Apéro International est une association qui soutient entre autres le développement de la jeune recherche en urbanisme. Elle le fait à travers différentes activités, notamment des réseaux émergents sur qu'est-ce que cela signifie enseigner l'aménagement et l'urbanisme, l'enseignement par atelier. Donc on a des réseaux de jeunes chercheurs. Elle le fait aussi dans le cadre de ce prix de thèse sur la ville. Et donc, en quelque sorte, il y a une forme d'ambassade de la francophonie scientifique à travers ce prix à l'échelle internationale qui est pour nous extrêmement positif et on se réjouit qu'on en soit aujourd'hui à cette 17e édition avec toujours autant de succès, toujours autant de passion aussi, puisque un certain nombre de membres du jury, comme vous le savez, une partie des jurys est composée de praticiens, praticiennes, mais aussi notre partie d'anciens universitaires qui sont passionnés par ces questions urbaines et qui poursuivent leur passion à travers les débats qui ont lieu à l'occasion de ces sessions d'examen des thèses qui concourent à ce prix.
Je voudrais peut-être passer 2 messages à cette occasion, principalement, avant de laisser la parole aux tables rondes et aux différents lauréates et lauréats. Peut-être 2 messages plutôt à destination de la communauté universitaire. Je pense que ce prix témoigne de 2 choses. Il témoigne de la vitalité de la recherche urbaine, je l'ai dit, mais je pense qu'il est important que nous encouragions nos étudiants et nos étudiantes à faire des thèses. Les thèses sont des moments d'épanouissement, peut-être les lauréats et lauréates pourront le repartager, mais je pense que c'est un vrai moment de recherche et il est important qu'on retrouve aussi des dispositifs, qu'on trouve encore des dispositifs aujourd'hui qui soutiennent ces thèses. Il y a des voies différentes qui existent dans les pays francophones, de l'ère francophone. En France, il y a un dispositif qu'on appelle les CIFRE. Il ne faut pas qu'on ait de réticence face à ces dispositifs-là qui sont extrêmement intéressants, qui permettent de développer la recherche dans ce domaine-là. Et donc, moi, je suis absolument ravi au sein de l'apéro et au sein de différentes instances qu'on puisse se mobiliser pour encourager à travers ces dispositifs spécifiquement le développement de la recherche urbaine. Le deuxième message, il porte sur les thématiques. Bien sûr, vous verrez ce soir, il y a un certain nombre de thématiques. Il est important que l'histoire, qui est bien représentée, que le droit, que l'ensemble des sciences sociales soient représentés à travers ces lauréats et lauréates. Mais on voit bien aussi qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui dans le champ de l'urbain, les questions de transition écologique, énergétique, toutes les questions de changement climatique. Et je pense qu'il est important et intéressant que la communauté universitaire, autour des questions d'urbanisme et d'aménagement, s'en saisisse. Sylvie Retailleau a récemment mentionné le sujet à Bordeaux concernant les formations de premier cycle, avec l'impératif de les calquer, de les adapter aux enjeux de transition énergétique et écologique, mais je pense qu'il est aussi fondamental que nous puissions relayer au sein de nos communautés universitaires respectives les enjeux de stimuler, encourager aussi de la recherche et de la recherche urbaine sur ces champs-là. Voilà, encore merci et un merci particulier donc à l'Université Paris-Sorbonne de nous accueillir dans des conditions exceptionnelles et peut-être place maintenant aux différents débats autour de ces thèses. Je vais dire quelques mots avant les débats. Merci, Madame la Présidente, de nous accueillir ici. Je suis absolument ravie d'être là, dans ces lieux où souffle l'esprit, comme disait une de mes amies qui était en fonction rue d'Ulm. Et puis de voir des visages connus. Je suis donc devant une assemblée intergénérationnelle, interprofessionnelle, inter-institutionnel et interdisciplinaire. C'est pas mal. Donc, merci de m'avoir confié cette lourde responsabilité, mais que je n'aurais jamais pu assumer. Merci Hélène pour vos remerciements et vos mots aimables, mais sans Lionel qui baisse la tête, mais qui a été extrêmement précieux avant, pendant, bien entendu, et après les événements. Donc les événements, eh bien, la 17e édition du prix de thèse, je vais redire peut-être des choses que vous avez déjà un petit peu abordées en essayant de les dire sous une forme un peu plus interrogative pour préparer les débats. Donc cette 17e édition du prix de thèse sur la ville s'est tenue au printemps 2022. Et en effet, je confirme, nous avons eu à examiner 146 dossiers de candidature, ce qui est quand même énorme. En 2021, il y en avait déjà 109 et en 2020, 83. Donc, et une cinquantaine les années précédentes. Un triplement en quelques années. Donc, un enjeu de taille. Le jury a dû grossir en proportion, comme Hélène l'a indiqué. Pour la précision, 34 membres en 2020, 44 en 2021, 52 en 2022. Donc, c'était un paquebot qu'avec Lionel, nous avons essayé de mener à bon port. Avec évidemment des satisfactions et des frustrations, certainement. En part égale, comme ça a été dit, paritaire, universitaire, praticien, la règle étant que chaque thèse bénéficie de 2 évaluations, donc d'une universitaire et d'un praticien ou d'une praticienne, et que les notes soient harmonisées à la fin, enfin au cours des différentes, je vais y revenir un instant, sessions que nous avons eu à tenir ensemble. Alors, inutile de vous dire que parfois, ça a donné lieu à des débats serrés
virulent, hein, puisqu'on est, je disais bien, interprofessionnel. Les référentiels ne sont pas toujours les mêmes, les intérêts non plus, intérêts au sens noble du terme, évidemment. Donc, cette première sélection a donné lieu déjà à pas mal de travail et de discussions. J'ajoute qu'on a dû jongler encore cette année entre le présentiel et le distanciel, comme on dit très joliment, et que visiblement c'est une culture qui commence à s'imposer. Là, on n'est que en présentiel, ça c'est formidable. Mais donc, ça a été aussi une gageure quand même de tenir dans 2 salles différentes. Enfin, je vous passe les détails, mais on a bien travaillé. Mais ça montre aussi que les temps ont changé, y compris en matière de communication, et je crois que c'est pas indifférent de le remarquer au passage. La qualité des candidatures, mais aussi la difficulté de laisser la même chance à chacune des 49 thèses qui ont été retenues donc, pour être présentées en session plénière, suite à une des premières notes qui ont permis ce processus de sélection successif. Donc, le jury se sépare en mai 2022, je ne sais plus le jour exact, mais c'est l'acte 1 donc de l'édition 2022. Et puis l'acte 2 en juin 2022, parce qu'on s'est réunis 2 fois au cours de longues journées bien chargées, avec le choix final, qui distinguera d'ailleurs cette édition des années précédentes, puisque le choix a été fait de distinguer non pas 3 thèses, mais 4. Et de mentionner en effet deux thèses que le jury a voulu signaler. Alors, je vais m'arrêter un instant à nouveau sur les sujets et les disciplines concernées par les thèses soumises au concours. Alors, on a de l'anthropologie à l'aménagement, du droit public à l'architecture, un peu à l'après-vert, hein, je ne les cite pas dans un ordre forcément cohérent, mais justement, c'est cette variété qui fait sens. De l'histoire au génie urbain, de la sociologie à la science politique, de la géographie à l'histoire de l'art, des sciences de l'homme et de la société, mais aussi des sciences de l'ingénieur et des sciences de la terre, toutes donc disciplines qui mettent leurs méthodes différentes, puisqu'une discipline c'est d'abord des méthodes, plus que des thèmes, hein, qui diffèrent, au service d'un élargissement du domaine des connaissances sur le fait urbain. Alors, ce fameux fait urbain, on en a parlé, je vais encore dire quelques mots. Cette diversité donc, des disciplines offre dans le même temps une remarquable palette de sujets et d'angles d'attaque, de la formation des quartiers sur le temps long à une approche microsociologique, de la place du droit dans la ville à l'étude fine des statuts d'occupation et des modes d'habiter, de l'analyse comparée du risque aux formes disparates de la revalorisation urbaine, des nouvelles mobilités au e-commerce, du traitement du patrimoine à la ville-projet, des transformations de la puissance publique aux manifestations de pouvoir d'agir nouveau. La recherche est remarquablement riche et les thèses proposées en sont le témoin. Elle compose aussi cette recherche avec des échelles spatiales et temporelles, alors, qui seront chères aux historiens et aux géographes, mais pas que. Donc des échelles spatiales et temporelles qui se déploient sur les 5 continents, j'ai fait le compte, hein, ils y sont tous, et qui mobilisent donc la comparaison. Alors, toutes les thèses qui ont des sujets ou des objets internationaux ou hors France ou hors Europe ne sont pas comparatives, mais près d'un tiers des thèses qui nous ont été soumises portent au moins en partie sur un terrain situé hors de France. Aussi, peut-être que si le critère, excusez-moi l'anglicisme, d'applicabilité des connaissances paraît incontournable, c'est un des critères d'ailleurs qui doit opérer pour la sélection, qu'on a affiché parmi les critères. Si ce critère de l'applicabilité est incontournable, l'ambition et la valeur du prix, et peut-être aussi, mais ça je suis responsable de cet avis qui n'engage que moi, intéressant parce que permettant de créer la surprise
en révélant des façons nouvelles ou renouvelées d'appréhender la ville, ses tours et ses détours, et de décliner ses fondamentaux dans le temps et dans l'espace. Alors, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cet effet peut-être de, eh bien voilà un sujet qui n'est pas forcément immédiatement, entendu comme ayant immédiatement un caractère opérationnel, eh bien, il n'empêche que sa qualité, déjà du point de vue de l'ancrage théorique, auquel on est quand même très sensible, parce que c'est tout de même une thèse, mais aussi sa qualité exploratoire, j'allais dire, de découverte, a fait qu'on a cette fois-ci, cette 17e session, attribué des prix à le Grand Prix, déjà, comme vous le savez, à une thèse d'histoire, ça a été dit, la thèse de Paul Lecat, qui porte sur un quartier parisien, la réunion entre Charonne et Paris, dont on suit, avec la thèse, les transformations sur un siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que ça nous montre que pour penser global, il faut scruter le local. En tout cas, cette monographie sur la longue durée combine des méthodologies combinées de manière particulièrement subtile, de l'outil SIG à la recherche en archives extrêmement fine aussi, donc pour comprendre la fabrication de la ville ordinaire. Alors, je me disais, au fond, comme ce quartier est aujourd'hui, alors depuis, je crois, au moins 2 ans, mais je ne suis pas sûre que la thèse a été terminée avant, ce quartier fait l'objet d'un grand projet de renouvellement urbain, et j'espère, puisque c'est un peu l'idée quand même de ce prix, que les édiles, les aménageurs et tous ceux qui ont la responsabilité d'organiser la concertation et la mise en œuvre du projet auraient intérêt et appétit à lire et à s'inspirer de la thèse de Paul Lecat. Et inversement, puisque un bon historien doit être, je pense, toujours attentif à ce qui se passe dans le présent, à partir duquel l'histoire est construite ou reconstruite. Ensuite, alors la thèse de Marion Chapouton part du constat, très, très intéressant aussi, de l'absence d'une branche du droit autonome. Pour traiter, il n'y a pas de droit de la ville, il y a un droit à la ville. Alors, on pourra en discuter, mais il n'y a pas de droit de la ville. Il y a des droits qui sont des droits sectoriels, des droits de l'urbanisme, des droits des collectivités territoriales, des droits, bien entendu, de la construction, des droits régissant, par exemple, la circulation, les espaces publics, mais il n'y a pas de droit. Alors, cette mise en abîme, en perspective de la ville comme objet juridique complexe, apparu au jury suffisamment pertinent, intéressant et bien mené pour décerner un prix. Et peut-être une piste passionnante pour repenser l'urbain et améliorer, qui sait, son fonctionnement. Alors, la thèse de Mazen Haïdar porte alors sur la connaissance du patrimoine architectural. Là, on est sur un autre outil de connaissance qui est le patrimoine et les usages vivants du patrimoine. Et ça, c'est particulièrement intéressant, cette vision du patrimoine comme un objet participant du fait urbain, mais constamment peut-être réinventé par les usages qui en sont faits. Je vois que je passe beaucoup de temps à parler, je ne voudrais pas monopoliser, je vais aller peut-être un petit peu plus vite maintenant, au risque de parler moins bien. Alors, du 4e prix qui a été décerné à Sarah Kasri, sur la question de quels sont les moyens finalement de l'architecture pour faire face, pour anticiper et gérer les potentielles catastrophes naturelles. Et puis, comme il a été dit, 2 travaux de thèse ont été signalés, considérés comme dignes d'être signalés par le jury. Celui de Marie Mondin, qui a visiblement obtenu aussi les honneurs du prix de l'USH, de l'Union sociale pour l'habitat, et Sina Safadi, qui avait un travail très intéressant sur, au fond, la question de la citoyenneté
d'une petite ville avec une nouvelle vision, disons, de la policité et de l'entrée en citoyenneté, de l'exercice de la citoyenneté. Alors, avec cette 17e édition, quoi de neuf? Parce que c'est toujours un peu ce qu'on veut, quoi de neuf sous le soleil? Est-ce qu'on a réinventé la ville? Est-ce qu'on a dit des choses intelligentes? Est-ce qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait? Bon, déjà, le succès de l'édition par le nombre de candidatures et la variété des thématiques que j'ai essayé de brosser rapidement, il faut s'en réjouir, bien sûr, et c'est sans doute pas étranger à l'enjeu croissant que représente le fait urbain. Alors, on pourrait être tenté de dire un enjeu sans précédent, mais non, ça serait erroné, parce que en réalité, la centralité du fait urbain est un fait aussi ancien que le fait urbain lui-même. C'était la centralité pour la connaissance. J'en veux pour preuve, sans remonter très loin dans le temps, à la pensée des scientifiques depuis le début du XXe siècle, de Max Weber à Georg Simmel, en passant par Durkheim et Louis Wirth et d'autres, j'en passe, et des meilleurs, sans compter évidemment les successeurs, qui ont déjà reconnu la ville et décrit la ville comme un lieu de pouvoir, un lieu de liberté, le siège de la culture de masse et le siège de l'organisation de réseaux, bien au-delà de ses propres limites géographiques et administratives. La ville du XXIe siècle est tout cela, mais les villes des siècles précédents étaient déjà. Alors, ce que l'on peut dire peut-être, j'avance un peu sur ce sujet, puisqu'on m'a demandé de le faire, mais que la ville du XXIe siècle est tout cela, une ville de la division du travail, une ville de la culture de masse, une ville de la liberté, une ville de l'indépendance par rapport au plat pays, mais tout de même reliée, etc. Mais elle l'est peut-être de façon différente. Elle est de façon différente parce que la mondialisation, alors évidemment, il faudrait passer des heures peut-être à en débattre, mais la mondialisation, en tout cas, accentue l'interdépendance des territoires et les enjeux climatiques invitent évidemment, ça a été dit, à repenser les priorités, à repenser et à rescruter à nouveau frais les modes de vie et les aspirations, comme on dit, les sociologies des années 60 aimaient bien ce terme d'aspiration, mais aussi les objets mêmes de l'action publique qui se trouvent tous, du coup, fortement bousculés. Alors, petit rapport d'étonnement, et je vais en avoir rapidement terminé, mais il est normal qu'une thèse, au moment où on va l'examiner dans le cadre de ce prix, elle a été commencée des années auparavant et qu'elle ne reflète pas les enjeux immédiats à l'instant T. Où on la considère. Mais les enjeux environnementaux sont quand même assez présents, il me semble, dans le panel qu'on a eu à voir. Bon, la mondialisation des échanges et la division internationale du travail qui redessinent en les aiguisant les enjeux de concurrence et ont évidemment des conséquences très importantes sur le fait urbain et sa fabrique, sur les inégalités territoriales, sur les migrations, ne constitue pas un objet central de la plupart des thèses qu'on a eu à voir. Bon, c'était peut-être quelque chose à remarquer. On peut s'étonner aussi sans doute de l'absence, dans la masse des thèses présentées, de la dimension du travail, qui était quand même consubstantielle du fait urbain, et des rapports sociaux, du coup, engendrés par la transformation de la géographie, de la production et de la consommation. Alors, avec des exceptions, on a eu des thèses sur les métiers en tension, on a eu des thèses sur l'ubérisation, mais de manière un petit peu germinale comme ça. Donc, l'intérêt se porte de façon marquée sur ce qu'on pourrait appeler, dans le panel que nous avons eu, des espaces de vie, le logement, les déplacements, les loisirs, la consommation. Et on a eu vraiment des travaux très, très pertinents sur les pratiques engagées sur ces plans-là, consommation alternative, circuits courts, les urban labs, les tiers-lieux, les pratiques collaboratives, la question du pouvoir d'agir, hein, puisque c'est une des thèses qui a été remarquée. Voilà. La structure et les échelles du pouvoir et la recomposition des compétences territoriales sont
n'ont peut-être pas la place qu'elles mériteraient dans le panel des thèses qu'on a eu à voir. C'est du moins une petite chose que une réflexion que je me suis faite. Et les sciences politiques et économiques sont peu représentées finalement. Les sciences économiques, quasiment pas, qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, enfin, peut-être le dernier point, le temps des villes et leur rapport à la mémoire et à l'hospitalité, leur consistance réticulaire et leur relation avec le non-urbain, est-ce qu'il faut dire le rural, autant de qualités sans la connaissance desquelles aucun des métiers de la ville, ni l'urbaniste, ni l'aménageur, ni l'édile, pour ne citer que ces métiers, ne peuvent travailler, parce que le monde s'urbanise sans dissoudre la campagne, ni même la laisser à l'écart de son influence. Ça n'est pas nouveau, mais ça mérite peut-être qu'on s'y penche à nouveau frais. Donc, j'en ai presque terminé. L'existence du prix de thèse sur la ville constitue sans aucun doute un stimulant puissant pour la recherche à venir. Il faut encourager les docteurs à faire des thèses, il faut encourager et promouvoir des chiffres. On est bien d'accord. Ce prix de thèse rappelle la nécessité de joindre robustesse théorique et finesse d'analyse des données empiriques, construites selon des méthodologies claires, quelle que soit la discipline. Et ça, je trouve ça important en tant que... Voilà, qu'il me soit permis, alors pour finir, de remercier bien sûr le PUCA, la Caisse des dépôts qui n'est pas là mais qui participe de ce prix, l'apéro bien sûr, pour cette belle expérience, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, et de remercier aussi, présent ou in absentia, chacun des membres du jury. C'était une belle expérience, pas toujours facile, mais dont je garde un très très bon souvenir et qui a permis de favoriser l'ouverture d'esprit et la créativité. Et bien sûr, je voudrais renouveler mes félicitations aux lauréats.